Partie 2. Mauvaise alternative à notre méthodologie. Chapitre 1. Objection. Pas besoin de journaliste, j'ai les réseaux sociaux. Comme vu dans la partie 1, tu dois obligatoirement déléguer le travail d'établissement des faits aux institutions indépendantes les plus compétentes. Alors pour rappel, par institution, je veux dire tout organisme, public ou privé, comme par exemple un média, une ONG ou une institution de recherche. Mais pour être considérée comme telle, une institution doit aussi exister depuis suffisamment longtemps et être suffisamment connue pour que des informations cruciales à son sujet puissent être connues. Je parle là de son mécanisme, c'est-à-dire de toutes les obligations et incitations qui régissent le travail d'une institution. Cela inclut donc la forme de gouvernance, comment l'institution gagne de l'argent, les potentiels conflits d'intérêts, etc. C'est par ton évaluation du mécanisme qui régit une institution que tu peux savoir si elle est indépendante et donc sincère. Et c'est par ton évaluation de ce mécanisme, ainsi que d'indicateurs de compétences, comme ceux dont nous parlerons dans la partie 3, que tu peux juger de sa compétence. Une fois que tu as fait tout ce travail, tu dois obligatoirement déléguer le travail d'établissement des faits aux institutions remplissant ces critères. Établir les faits, ça n'est pas ton boulot. Je ne suis pas d'accord. Moi, mon principe, c'est ne fais confiance à personne. Je ne délègue rien à personne. Pour les sujets journalistiques, je base mes certitudes sur des preuves matérielles que je trouve sur les réseaux sociaux. Des photos, des vidéos, des témoignages. Il s'agit là de preuves irréfutables. Et pourtant, les médias n'en parlent pas. Non, sans travail de vérification et d'analyse, ce ne sont pas là des preuves, mais des indices. Et ces derniers ne sont pas du tout aussi irréfutables que tu le crois. Des photos, vidéos, témoignages, lanceurs d'alerte, tout cela c'est ce qu'on appelle des sources primaires, c'est-à-dire des indices de première main venant de personnes directement impliquées dans l'événement, ou du moins qui le prétendent. Il s'agit là d'indices précieux, mais tu ne peux pas les prendre pour argent comptant. Tu dois obligatoirement vérifier que les photos et vidéos ne sont pas truquées ou n'ont pas été détournées. De même pour les témoignages, tu dois vérifier leur authenticité et distinguer le témoignage de ce qui relève plutôt de l'interprétation du témoin. Enfin, tu dois entrecouper toutes ces sources primaires pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tout ce que je décris là, c'est l'application d'une méthode d'analyse de sources primaires. J'en profite pour introduire deux petites définitions. J'utilise le terme « indice » comme synonyme de « source primaire » et j'utilise le terme « preuve » comme synonyme de « résultat d'analyse d'indices ». Maintenant que c'est clarifié, supposons que tu veuilles analyser par toi-même tes indices. Comment déterminer le niveau de fiabilité de tes résultats? Eh bien, comme vu dans la partie 1, tu as deux facteurs. D'abord, la solidité intrinsèque de tes indices et ensuite la qualité de ta méthode d'analyse de ces indices. Dit autrement, des indices fragiles analysés avec une méthode en or, ça te donnera malgré tout des preuves pas fiables. Et de même, des indices en or analysés avec une méthode pas rigoureuse, cela te donnera là encore des preuves pas fiables. Réfléchis-y quand même 2 minutes, parce qu'en réalité, lorsque tu fais ce travail d'analyse à l'arrache, en scrollant les réseaux sociaux pendant que tu es aux toilettes, ça ne pourra jamais te donner autre chose que des preuves pas fiables. D'où l'obligation de déléguer le travail d'établissement des faits aux institutions indépendantes les plus compétentes, car ce sont elles qui sont le plus en mesure d'établir des preuves des plus solides. Au passage, j'en profite pour te donner un nouveau terme. Lorsqu'un journaliste d'investigation restitue ses résultats d'analyse, il devient alors une source secondaire, c'est-à-dire une source qui a établi les faits grâce à son analyse de sources primaires. Tu peux me donner d'autres exemples de sources secondaires ? Oui, une source secondaire, ça peut être aussi un rapport du FBI, de la Cour des comptes, d'une autorité administrative indépendante, d'une commission d'enquête parlementaire, etc. Et comme toujours, c'est le mécanisme régissant chacun de ces organismes qui te permet de juger de la fiabilité de ces travaux. J'en profite aussi pour mentionner que Wikipédia n'autorise pas ses contributeurs à publier leur propre analyse de sources primaires. Au contraire, Wikipédia recommande d'utiliser des sources secondaires. Pourquoi ? Parce que Wikipédia a conscience que vérifier et analyser des sources primaires, c'est un travail délicat. Travail que seule l'indépendance et la réputation en termes de compétences d'une source secondaire permettent d'accréditer. Bref, si tu vérifies et analyses méticuleusement les indices que tu trouves sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais si au contraire, tu le fais à la va-vite, la réalité est que tu ne fais rien d'autre que ton marché.
Tu sautes d'une source primaire à une autre, inconsciemment à la recherche d'éléments confirmant tes croyances. Je sais qu'il est tentant de considérer des photos ou témoignages comme sincères et spontanés juste parce qu'ils sont bruts et viennent des réseaux sociaux. Mais c'est une erreur. Tu dois partir du principe qu'absolument tout est faux. Que la photo a été détournée, que ce témoignage est un mensonge, ou encore une mésinterprétation de la situation par un témoin pourtant sincère. Il ne s'agit pas de nier de but en blanc tous ces indices, il s'agit de les vérifier et analyser rigoureusement. C'est là la seule façon d'établir les faits. Partie 2, chapitre 2.1. Pourquoi les médias ne parlent pas des photos et témoignages que je trouve sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, je trouve plein d'indices révélateurs tels que des photos, des témoignages, des documents divulgués par un lanceur d'alerte, etc. Ces indices, tu les appelles aussi des sources primaires. Dans le dernier chapitre, tu as insisté sur le fait qu'il faut obligatoirement analyser ces sources primaires avant de pouvoir leur accorder le moindre crédit. Ok, et en l'occurrence, c'est là le boulot des journalistes. Le truc, c'est que les médias ne parlent pas de mes sources primaires. Ça veut donc forcément dire qu'ils veulent nous les cacher. Et probablement qu'elles sont vraies. C'est une possibilité, mais pas forcément. Tout d'abord, attention avec les généralités sur les médias. Ils ne se valent pas tous. Tu dois déterminer ceux qui méritent ta confiance selon les critères d'indépendance et d'incitation à la compétence que nous avons établis en partie 1. D'accord. Mais revenons-en à ma question. Pourquoi certains journaux ne parlent pas de mes sources primaires alors même que ces journaux remplissent par ailleurs les 3 critères d'indépendance établis dans ce cours? Il y a 3 possibilités. La première, c'est peut-être qu'en effet, ils veulent te cacher ces indices. Dit autrement, peut-être que ça ne les intéresse pas de faire leur métier de journaliste et qu'ils préfèrent au contraire pousser un agenda, pousser leur parti pris ou se limiter à faire de l'infodivertissement. La deuxième possibilité, elle est meilleure. Cette deuxième possibilité, c'est qu'ils estiment peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas encore réussi à vérifier l'authenticité de tes indices avec un degré de fiabilité acceptable. Répéter bêtement de potentiels intox, c'est le boulot des réseaux sociaux, pas des journalistes. Sois patient, donne à ce journal le temps nécessaire pour faire son travail de vérification. Pourtant, il y a plein de médias qui font exactement ça. Diffuser des indices pas vérifiés le plus vite possible pour être les premiers à en parler. Oui, et c'est regrettable. Encore une fois, le but de ce cours, c'est de faire de toi un client exigeant du journalisme, pas de défendre le paysage médiatique existant. Mais passons. Je veux tout de suite te parler de la 3e possibilité pour laquelle un journal ne te parlerait pas des indices que tu as trouvés sur les réseaux sociaux. En effet, cette 3e possibilité est fondamentale. Peut-être que les journalistes ne se sont tout simplement pas embêtés à analyser ces indices parce qu'ils disposaient déjà d'indices plus solides. Mais s'ils n'ont pas pris le temps de vérifier ces indices, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Peu importe que ces indices soient intrinsèquement plus fragiles que ceux dont ils disposaient déjà. Non, tu connais la loi de Brandolini, aussi appelée le principe d'asymétrie de la connerie. C'est le principe selon lequel il faut beaucoup plus de temps pour démontrer la caducité d'une connerie que pour la formuler. Face au torrent de mésinformations et mensonges, si les journalistes ne procèdent pas méthodiquement, ils vont vite se faire submerger. L'asymétrie de la connerie, c'est un piège. La tâche des journalistes devient juste insurmontable. Par conséquent, tu ne peux pas exiger que les journalistes investiguent des indices fragiles lorsqu'ils disposent déjà d'indices plus solides. Même si ces indices fragiles sont en contradiction avec les indices solides? Absolument, car à méthode d'analyse égale, cela donnera forcément un résultat plus fragile. Vu qu'une preuve solide doit faire autorité sur une preuve fragile, un journaliste n'a pas à perdre son temps avec ton indice fragile, peu importe si ce dernier semble contredire les preuves solides. Est-ce que tu peux me donner un exemple de cas où je ne peux pas justement exiger que les journalistes investiguent un indice fragile parce qu'ils disposent déjà d'indices plus solides? Ça sera le sujet du prochain chapitre. Pour conclure, ça n'est pas parce qu'un média ne parle pas de certaines sources primaires qui font le buzz sur les réseaux sociaux qu'il cherche forcément à te les cacher. C'est une possibilité. Cependant, peut-être aussi qu'il n'a pas encore pu les vérifier, ou encore peut-être qu'il dispose déjà d'indices intrinsèquement plus solides. À méthode d'analyse égale, ces indices plus solides donneront forcément des preuves plus solides. Donc ces nouveaux indices fragiles n'apporteraient rien. Une dernière question tout de même. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas savoir si en ne me parlant pas de mes sources primaires, le journal fait bien son travail ou si au contraire, il veut me les cacher. En effet, mais de toute façon, ça n'est pas en vérifiant qu'un journal parle de tes indices que tu peux évaluer sa fiabilité. Tu dois au contraire évaluer le mécanisme qui le régit. Rappelle-toi du 7e principe de notre méthodologie. Fie-toi au mécanisme, pas aux individus,
ni à ce que tu crois être des résultats corrects. Partie 2, chapitre 2.2, exemple d'indices qu'un journaliste n'est pas obligé d'analyser. Ce chapitre est à l'écoute optionnelle. Dans le chapitre précédent, tu as vu que tu ne peux pas exiger qu'un journal vérifie tous les indices qui circulent sur les réseaux sociaux. Et cela, même si ces indices donnent l'apparence d'être révélateurs ou de changer la donne. En effet, si les journalistes disposent déjà d'indices intrinsèquement plus solides, alors ces indices fragiles n'apporteront rien. Tu ne peux donc pas exiger que les journalistes perdent leur temps à les analyser. Est-ce que tu peux me donner un exemple ? Oui, imaginons que tu veuilles déterminer les effets secondaires du vaccin contre Covid. Et imaginons que, au moment où on parle, seuls les effets secondaires établis lors du RCT d'autorisation de mise sur le marché sont connus. RCT d'autorisation de mise sur le marché, c'est quoi cet animal ? Un RCT, c'est un Randomized Controlled Trial. Il s'agit d'un type d'essai clinique, c'est-à-dire d'un type d'expérimentation sur des humains. Dans un RCT, les participants sont distribués au hasard entre deux groupes. Le groupe de test, qui recevra le traitement, et le groupe de contrôle, qui recevra un placebo ou traitement standard, suivant le type de RCT. Bref, avant d'être autorisé à la vente, un médicament doit obligatoirement passer un RCT de grande envergure. Ce RCT est contrôlé par l'autorité de régulation des médicaments. Je parle là de la FDA pour les États-Unis, la Food and Drugs Administration, ou de l'EMA en Europe, European Medicines Agency. Une fois les résultats de l'expérience analysés, l'autorité de régulation donne son feu vert si la balance bénéfice-risque est favorable. Par exemple, pour le vaccin Moderna, son RCT d'autorisation de mise sur le marché a été mené sur 30 000 participants, la moitié ayant reçu le vaccin et l'autre ayant reçu une injection placebo. En gros, c'est de l'eau avec du sel. Le truc, c'est qu'une telle expérience ne permet que de déterminer les effets secondaires les plus probables. Par exemple, imaginons que ce vaccin ait une chance sur 100 000 de te donner un super pouvoir. Vu qu'ici, seuls 15 000 participants ont reçu le vaccin, cet effet indésirable passera inaperçu. En l'occurrence, pour ce vaccin, il ne s'agissait pas de super pouvoir, car l'effet indésirable non détecté à ce stade, c'était une myocardite, c'est-à-dire une inflammation du muscle cardiaque. Bien moins poétique quand même. Bien vu. Pour revenir à notre scénario, imaginons que tu sois journaliste et que pour l'instant, seuls les effets indésirables détectés par le RCT d'autorisation de mise sur le marché sont connus. Tu n'es donc pas encore au courant du risque de myocardite. Maintenant, considérons les indices à ta disposition. D'un côté, sur X, tu trouves des tweets relatant des effets indésirables de toutes sortes. Tu as par exemple le tweet de la rappeuse Nicki Minaj, où elle affirme que l'ami de son cousin aux Caraïbes est devenu impuissant et avec les testicules gonflés à cause du vaccin. Et de l'autre, tu sais qu'il existe des systèmes permettant aux médecins de signaler les effets indésirables qu'ils suspectent. Je parle là par exemple du Vaccine Adverse Event Reporting System pour les États-Unis ou EudraVigilance pour l'Europe. Ces bases de données sont consultables par tous, donc n'importe qui peut les analyser. Cependant, des institutions telles que la FDA ou EMA, Food and Drugs Administration et European Medicines Agency, eh bien ces agences ainsi que les agences nationales de sécurité du médicament sont officiellement chargées d'analyser ces données. Au passage, c'est par ce moyen que le risque de myocardite a été établi pour les vaccins Covid de Moderna et Pfizer. Donc, si j'ai bien compris, les indices collectés par ces canaux réglementaires utilisés par les médecins sont forcément de meilleure qualité que des tweets sur X. Donc, à méthode d'analyse égale, les résultats d'analyse seront forcément plus fiables dans le premier cas. Exactement, et donc du coup ça donnera des preuves plus solides. Donc inutile pour le journaliste de perdre son temps avec Twitter. Je précise au passage qu'en réalité, les patients peuvent aussi poster ce qu'ils suspectent être des effets indésirables dans ces bases de données. Les médecins ne sont donc pas les seuls à pouvoir y rajouter des données. Il est cependant probable que les agences qui analysent ces données prennent en compte la compétence médicale de celui qui a reporté l'effet secondaire lors de l'analyse des données. Bon, donc inutile de perdre mon temps avec Twitter vu qu'il existe ces bases de données publiques contenant des indices plus solides. Mais qu'en est-il s'il n'y a pas qu'une seule personne qui tweete être devenu impuissant à cause du vaccin, mais qu'il y en a en réalité des centaines, voire des milliers ?
Un château de cartes est peut-être composé de milliers de cartes, ça n'en fait pas pour autant une structure solide. Tant que les canaux pour signaler les effets secondaires restent fonctionnels et soumis à des mécanismes assurant leur probité, ces tweets ne sont rien d'autre qu'un château de cartes. Alors oui, ces milliers de tweets peuvent mettre la puce à l'oreille d'un journaliste pour l'amener à vérifier que les canaux réglementaires sont bien toujours fonctionnels et soumis à un mécanisme assurant leur probité. Mais le journaliste n'a pas l'obligation de perdre son temps à investiguer les tweets eux-mêmes. S'il souhaite le faire quand même, pas de problème. Mais tu ne peux pas exiger de sa part qu'il le fasse. Bon, mais supposons maintenant que le journaliste découvre qu'en fait, ces canaux réglementaires dont tu parles ne fonctionnent plus comme ils devraient, ou que les mécanismes qui les régissent n'assurent plus leur probité. Est-ce que ça change la donne? Absolument. Si un journaliste fait une telle découverte, il a là un scoop. Et son scoop change la donne. Ces canaux réglementaires cessent alors d'être une source d'indices solides. Et faute de mieux, les investigateurs se retrouvent alors à devoir analyser des indices moins solides, tels que par exemple des tweets. Les indices étant moins solides, les preuves seront par conséquent nécessairement moins solides. Mais faute de mieux, les investigateurs n'ont pas d'autre choix. Je vois. Et du coup, ça n'est pas parce qu'un indice vient d'un canal réglementaire ou officiel que cet indice est forcément solide. Tout dépend du mécanisme qui régit ce canal. Absolument. Qu'on parle d'un indice ou d'une preuve, son caractère officiel ne nous dit absolument rien sur sa solidité. Et c'est sa solidité qui nous intéresse. Pour conclure, aujourd'hui tu as vu un exemple de deux sources primaires. Des tweets sur X versus les canaux réglementaires pour remonter les effets secondaires d'un vaccin. Tu as vu que ces canaux permettent de collecter des indices bien plus solides que Twitter, à la condition bien sûr qu'ils restent fonctionnels et soient régis par un mécanisme assurant leur probité. Les journalistes doivent s'assurer que c'est bien toujours le cas. Mais tant que ça reste le cas, les indices de ces canaux prévalent sur des tweets, car ces indices sont plus solides. Et donc, à méthode d'analyse égale, cela donnera forcément des preuves plus solides. Partie 2, chapitre 2.3. Quand se tourner vers des institutions moins compétentes ou considérer des preuves moins solides? Ce chapitre est à l'écoute optionnelle. Dans les chapitres précédents, tu insistes sur la différence entre un indice et une preuve. Un indice est une information brute, dont l'authenticité n'a pas encore été vérifiée, et dont la signification réelle, pour les faits, n'a pas encore été évaluée. De l'autre côté, une preuve, c'est le résultat d'analyse d'un indice. Exactement. Il y a deux facteurs qui déterminent la solidité d'une preuve. D'abord la solidité intrinsèque de l'indice, et ensuite la solidité de la méthode d'analyse de l'indice. Exactement. Je rajoute que c'est précisément le rôle des institutions indépendantes les plus compétentes d'établir les preuves les plus solides. Leur rôle est en effet à la fois de collecter les indices intrinsèquement plus solides, puis de les analyser avec les méthodes les plus robustes. Pour cette raison, tu dois exiger que toutes tes informations découlent des institutions indépendantes les plus compétentes. Celui qui cherche la lumière s'adresse au soleil, pas à la luciole, comme dit le proverbe. Exactement, il me semble même que tu sois l'auteur de ce proverbe. J'y ai contribué. La conséquence, c'est que lorsque tu lis la presse à propos de sujets d'expertise, tu dois exiger que les journalistes se basent sur les preuves les plus solides établies par les institutions d'expertise indépendantes. Tout cela a du sens lorsque les institutions d'expertise fonctionnent. Mais comment les journalistes doivent faire lorsqu'elles cessent d'être indépendantes? C'était ce que j'essayais d'illustrer avec mon exemple hypothétique sur les vaccins. Si le mécanisme régissant une institution d'expertise n'assure plus son indépendance, les journalistes ne sont alors plus sûrs de sa sincérité. Les journalistes se retrouvent alors à devoir se reposer sur d'autres institutions indépendantes, mais moins compétentes. Et à l'extrême, les journalistes se retrouvent à devoir analyser par eux-mêmes des indices intrinsèquement plus fragiles, comme par exemple des témoignages sur les réseaux sociaux, faute de mieux. Donc les journalistes poursuivent comme ils peuvent leur travail d'établissement des faits, mais avec des preuves bien plus incertaines, car résultant de méthodes d'analyse moins solides, ou basées sur des indices intrinsèquement plus fragiles. Les journalistes s'abriteront alors probablement derrière la conjugaison au conditionnel pour se dédouaner de la fragilité des preuves. Il semblerait que, il se pourrait que, etc. Oui, je sais que ça peut être irritant, mais pas le choix.
Tant que cette approche découle de l'absence de preuves fiables plus solides, ça reste justifié. Si au contraire le but est de manufacturer le doute ou le sensationnalisme, alors qu'il existe déjà des preuves plus solides, là c'est de la désinformation. Ok, donc pour résumer, lorsqu'une institution d'expertise n'est plus indépendante ou fonctionnelle, les journalistes n'ont d'autre choix que de se reposer sur des preuves plus fragiles, établies soit par eux-mêmes, soit par d'autres institutions, certes indépendantes, mais moins compétentes. Tout cela se fait au prix d'informations basées sur des preuves plus fragiles ou plus incertaines. Mais comme tu l'as dit, pas le choix. Voilà. Au passage, c'est pour cela qu'il n'est pas absurde d'accorder du crédit à des suppositions faiblement étayées par les preuves lorsqu'un événement a lieu dans un pays sans liberté de la presse. Alors qu'à l'inverse, faire des suppositions avec des preuves aussi fragiles dans un pays libre, ça relèverait de la désinformation. Dans le premier cas, une collecte approfondie des indices est impossible, alors que dans le second, c'est par esprit partisan ou par paresse que l'analyse s'est arrêtée à des indices intrinsèquement aussi fragiles. Il existe un peu un double standard, quoi. Exactement. Pour terminer, je veux insister sur un dernier point. Déterminer à quel moment une institution d'expertise perd en fiabilité au point de devoir se référer à des preuves plus fragiles, c'est un travail délicat. Cela demande d'analyser en détail le mécanisme qui régit l'institution pour déterminer précisément à quel point les dysfonctionnements découverts peuvent impacter son travail. Rétrograder les preuves d'une institution d'expertise, c'est un terrain glissant. Il est facile de déraper dans l'automanipulation. Une telle analyse ne peut pas être faite à l'arrache. Tu dois obligatoirement la déléguer à la presse indépendante dont tu auras identifié la compétence en matière de vulgarisation. Et comment déterminer si un journal est compétent en matière de vulgarisation ? Eh bien, tu apprendras cela dans la partie 3 de notre cours sur le monde de la recherche. Partie 2, chapitre 3 sur les influenceurs. Premier sous-chapitre, objection. Pas besoin d'institution. Je peux me faire ma propre opinion. Dans les chapitres précédents, tu as vu que tu dois obligatoirement déléguer le travail d'établissement des faits aux institutions les plus compétentes. Mais tu dois aussi obligatoirement connaître le mécanisme régissant chaque institution. C'est en effet ce mécanisme qui te permettra de juger de son indépendance et donc de sa sincérité. La flemme. Et de toute façon, en composant différentes sources d'informations, j'arrive à distinguer le vrai du faux sans avoir à m'embêter à évaluer le mécanisme qui les régit. En regardant un peu la télé, en écoutant un peu la radio, et en plus mes influenceurs préférés sur Internet, j'arrive à me faire ma propre opinion. Et qu'est-ce qui te dit que ces influenceurs ne sont pas payés pour faire une campagne d'influence ? Qu'est-ce qui te dit que cette chaîne télé n'appartient pas à un milliardaire qui l'utilise pour avancer ses propres intérêts ? Peu importe, je suis capable de me faire ma propre opinion. Les faits ne sont pas une opinion. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de distinguer la vérité de fait de la vérité de raison. Il s'agit là de deux termes définis par Leibniz, un philosophe du XVIIe siècle. La vérité de raison, c'est quelque chose qui peut être démontré par pur raisonnement logique. C'est par exemple la démonstration que 2 plus 2 égale 4. C'est aussi la démonstration que je tente de faire dans ce cours, en te démontrant par pure logique la pertinence de notre méthodologie pour s'informer. De l'autre côté, la vérité de fait, c'est tout ce qui relève de l'observation factuelle. C'est par exemple tout événement historique, d'actualité, ou encore l'observation du résultat d'une expérience scientifique. Pour la vérité de raison, tu peux en effet utiliser ton discernement pour distinguer le logique du pas logique. Aucune délégation n'est nécessaire. Chaque étape de la démonstration t'est détaillée et tu peux donc en vérifier la pertinence tout au long. Aucune délégation n'est nécessaire, donc aucune confiance n'est nécessaire. Donc oui, tu peux te faire ta propre opinion pour la vérité de raison. C'est d'ailleurs ce qui me permet de faire ce cours, vu que je me repose uniquement sur ta logique. Par contre, pour la vérité de fait, il n'y a que l'observation et l'analyse qui permettent de l'établir. Tu te retrouves alors inévitablement à déléguer. Tu délègues à ceux qui collectent, vérifient et analysent les observations, je veux dire les indices, pour établir les preuves d'un fait. Seule la confiance dans les institutions effectuant ce travail permet de s'accorder sur la vérité de fait. Dit autrement, lorsqu'il n'y a plus de confiance dans ces institutions, il n'y a plus d'accord possible sur la vérité de fait. Donc oui, tu peux écouter des influenceurs comme moi pour te faire ta propre opinion sur la vérité de raison. Mais pour la vérité de fait, tu dois obligatoirement déléguer aux institutions indépendantes les plus compétentes.
Il n'y a pas d'alternative. Mais du coup, ça veut dire que je ne peux pas m'en remettre à un influenceur pour établir les preuves d'un fait? Absolument. Rappelle-toi du 7e principe fondamental. Fie-toi au mécanisme, pas aux individus, ni à ce que tu crois être des résultats corrects. Vu qu'un influenceur opère hors mécanisme, tu ne peux pas te reposer sur lui pour établir les faits. Sans mécanisme à évaluer, ton estimation de sa sincérité ne sera qu'illusoire. Présomption de fausseté, ne lui accorde aucune confiance. Ok, donc un influenceur ne peut pas établir par lui-même les faits. Mais est-ce qu'il peut relayer des faits établis par des institutions? Absolument, tant qu'il cite ses sources. Et qu'est-ce qui me permet de savoir si les faits qu'il relaye sont fiables? Tu dois juger la fiabilité de chacun des faits qu'il relaye à la lumière de la fiabilité de sa source. Remarque au passage que si un influenceur cite 9 sources fiables, ça ne veut absolument pas dire que sa 10e sera également fiable. Encore une fois, tu ne peux avoir aucune confiance en quelqu'un qui opère hors mécanisme. Comme sur Wikipédia, quoi. Oui, même si, comme tu le verras plus tard, Wikipédia est intrinsèquement plus fiable qu'un influenceur, vu que personne n'y a le monopole de l'édition. Et si les sources citées par un influenceur ou un article de Wikipédia sont des médias connus, est-ce que je peux les considérer comme fiables? Pas du tout, tout dépend du mécanisme qui régit chacun de ces médias. Tu dois évaluer pour chacun s'il remplit les 3 critères d'indépendance et les indicateurs de compétence comme ceux dont nous parlerons en partie 3. Pour conclure, non, tu ne peux pas te faire ta propre opinion en écoutant des influenceurs ou pseudo-experts raconter n'importe quoi sur les faits. Pour la vérité de fait, il n'y a pas d'alternative. Les institutions sont incontournables. Par contre, tu peux en effet te faire ta propre opinion lorsqu'il s'agit de vérité de raison, c'est-à-dire de démonstrations purement logiques. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet de faire ce cours. Tu ne sais rien de moi, et donc tu dois supposer le pire. Mais vu que je ne fais qu'utiliser ta logique, aucune confiance n'est nécessaire. Partie 2, chapitre 3.2. Pourquoi tu dois appliquer les principes de Wikipédia aux influenceurs? Au cours de ses 25 ans d'existence, Wikipédia en a vu des vertes et des pas mûres. Ma position est que ces règles éditoriales sont matures et doivent te servir de guide pour naviguer l'océan d'informations. Dans ce chapitre, tu verras les règles de Wikipédia. Mais surtout, tu verras pourquoi tu dois les appliquer aux influenceurs lorsqu'ils te parlent de faits plutôt que de simples raisonnements logiques. Par influenceur, je veux dire des créateurs de contenu sur Internet, comme par exemple moi-même. Lorsqu'un influenceur te parle de faits, tu dois obligatoirement te demander est-ce que ces affirmations passeraient les règles éditoriales de Wikipédia. Cette précaution est essentielle pour lutter contre la désinformation et l'automanipulation. Ce chapitre est découpé en 3 parties. D'abord, tu verras la classification des sources, ce qui est un prérequis pour comprendre les règles de Wikipédia. Ensuite, tu verras les règles de Wikipédia elles-mêmes. Et enfin, tu verras pourquoi tu dois les appliquer aux influenceurs lorsqu'ils te parlent de faits. Commençons donc tout de suite par parler des 3 catégories de sources. Pour comprendre les règles éditoriales de Wikipédia, tu dois en effet être capable de distinguer les sources primaires, secondaires et tertiaires d'informations. Comme déjà discuté, les sources primaires, ce sont des témoins directs d'un événement, ou du moins des personnes qui le prétendent. Une source primaire, cela peut donc être un témoin, un lanceur d'alerte, une caméra de vidéosurveillance, une entreprise d'imagerie satellite, etc. Les sources primaires restituent donc des indices bruts de première main. Remarque au passage que les termes source primaire et indice de première main sont en réalité synonymes. C'est juste moi qui fais la distinction par souci de clarté. Bref, ces sources primaires ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Elles doivent obligatoirement être vérifiées et recoupées avant de pouvoir leur accorder le moindre crédit. Et c'est là le travail de sources secondaires. Par exemple, un journaliste d'investigation, un inspecteur de police, la Cour des comptes, etc. Donc tu viens de rappeler la définition des sources primaires et secondaires. Mais du coup, Wikipédia, c'est quoi? Une source tertiaire? Absolument. Une source tertiaire, c'est une source qui compile et résume des sources secondaires. C'est par exemple un article de presse résumant un rapport de la Cour des comptes ou un article compilant différentes conclusions de journalistes d'investigation. Optionnellement, une source tertiaire peut aussi inclure dans sa compilation d'autres sources tertiaires. Ok, donc comme Wikipédia, une source tertiaire, c'est une compilation de sources secondaires ou tertiaires. Voilà. Ok, je comprends maintenant mieux les 3 classes de sources. Mais pourquoi est-ce important pour nous? Parce que cela va te permettre de comprendre les règles de Wikipédia. Wikipédia obéit à 3 grands principes. D'abord, le principe de neutralité, sur lequel je ne vais pas m'étendre car pas applicable aux influenceurs. Deuxièmement, le principe de vérifiabilité,
qui cette fois-ci doit être appliqué aux influenceurs. Ce principe exige que toutes les affirmations sur Wikipédia soient reliées à des sources secondaires ou tertiaires fiables. Alors, comment Wikipédia définit une source fiable? Eh bien, sa définition est assez flexible, mais en gros, la source doit être indépendante par rapport au sujet, et sa réputation doit pouvoir être connue. Dit autrement, il faut que cela soit ce que j'appelle une institution, ou une personne travaillant dans un cadre institutionnel. Par institution, je veux dire tout organisme public ou privé qui existe depuis suffisamment longtemps pour que des informations sur son indépendance et sa compétence puissent être connues. Ok. Bon, jusqu'ici, tu ne m'as rien appris. C'est le troisième principe qui est le plus méconnu. Ce principe, c'est pas de travaux inédits. Et là encore, ce principe doit être étendu aux influenceurs. Ce principe, je le résumerai de la façon suivante. Les Wikipédiens doivent s'abstenir de faire tout travail d'établissement des preuves ou d'interprétation personnelle des sources. Ce principe a 3 conséquences majeures. D'abord, la conséquence, c'est que Wikipédia ne peut jamais être une source secondaire. Ça n'est pas le boulot des Wikipédiens d'établir les preuves d'un fait. Ils doivent donc s'abstenir de publier leur propre analyse de sources primaires. Pourquoi ? Parce que Wikipédia a conscience que vérifier et recouper des sources primaires, c'est un travail délicat. Travail que seule l'indépendance et la réputation d'une source secondaire permettent d'accréditer. Deuxièmement, vu que Wikipédia ne peut jamais être une source secondaire, les Wikipédiens doivent respecter leurs sources. Ils doivent donc s'abstenir d'utiliser des sources primaires pour remettre en question une source secondaire. En effet, une telle remise en question reviendrait à analyser des sources primaires, et donc à faire un travail de source secondaire, ce qui est proscrit. Enfin, les Wikipédiens doivent rester fidèles à leurs sources. Ils doivent donc éviter d'en faire des interprétations personnelles. Bon, pour résumer le principe intitulé « Pas de travaux inédits », Wikipédia ne peut jamais être une source secondaire. Ça n'est pas le travail des Wikipédiens d'établir les faits, on a compris. Ils doivent donc s'en remettre à des sources secondaires ou tertiaires dont la réputation en termes d'indépendance et compétence peuvent être connues. J'ai bon ? Exactement. La conséquence de tout ça, c'est que quand tu lis un article sur Wikipédia, d'abord, tu dois t'assurer qu'aucun travail d'analyse de sources primaires n'y est effectué. Au contraire, toutes les preuves doivent venir de sources secondaires ou tertiaires. Et il doit s'agir de sources dont l'indépendance et la réputation peuvent être connues. Enfin, tu dois vérifier que ces sources disent bien ce que l'article prétend, s'agissant des preuves décrites comme de leur interprétation. Mais ça, c'est un travail énorme, encore une fois. Est-ce qu'il faut vraiment que j'évalue tous ces critères lorsque je lis un article de Wikipédia ? Tout à fait. Mais heureusement, tu peux te reposer sur la communauté des Wikipédiens, ou du moins en partie. Tu peux en effet espérer que quelqu'un d'autre, avant toi, ait fait ce travail et ait corrigé, si nécessaire, l'article. Cependant, pour tous les sujets à fort enjeu, assure-toi d'appliquer ces principes par toi-même. Bon, donc ça c'est pour Wikipédia. Mais concrètement, comment dois-je étendre ces principes aux influenceurs sur YouTube, Spotify ou autres réseaux sociaux ? Eh bien, tu dois t'imposer les mêmes précautions, mais en étant encore plus sur tes gardes. D'abord, n'accorde aucun crédit à un influenceur faisant un travail de source secondaire. Pas de travaux inédits, comme ils disent sur Wikipédia. Un individu se présentant sur YouTube comme un expert indépendant ou journaliste indépendant, c'est une source secondaire sur laquelle tu n'as aucun moyen de connaître les financements. Présomption de fausseté. Par contre, un influenceur peut être une source tertiaire acceptable, tout comme Wikipédia. Cependant, tout comme Wikipédia, tu as alors un certain nombre de contrôles à effectuer par toi-même. Avant d'accorder le moindre crédit aux propos de ton influenceur, demande-toi si son contenu passerait les règles éditoriales de Wikipédia. Donc tout d'abord, tu dois vérifier ces sources pour les points clés. Ensuite, assure-toi que ces sources soient bien des sources secondaires ou tertiaires, dont l'indépendance et la compétence peuvent être connues. S'il restitue des sources primaires, celles-ci doivent avoir été également analysées par les sources secondaires qu'il cite. Car sinon, cela veut dire que c'est lui-même qui a analysé ces sources primaires et donc qu'il est en train de faire un travail de source secondaire. Pas de travaux inédits. Aussi, sois attentif aux fausses citations. Un influenceur peut très bien te citer une source prestigieuse qui ne dit en réalité pas du tout ce qu'il prétend. Sur Wikipédia, tu peux te reposer sur la communauté pour retirer les fausses citations, mais pas avec un influenceur, vu qu'il a le monopole de l'édition. Enfin, tu dois t'assurer que les conclusions clés de l'influenceur sont bien tirées des sources qu'il cite. Pas d'interprétation personnelle des sources, comme il dit sur Wikipédia. Il est tellement facile de faire son marché parmi des sources fiables pour les détourner en une interprétation fantaisiste,
à des kilomètres de ce que les sources entendaient. Là encore, contrairement à Wikipédia, tu ne peux pas te reposer sur la communauté. C'est donc à toi seul de faire cette vérification. Mais est-ce que, tout comme les Wikipédiens, un influenceur doit s'abstenir d'exprimer des opinions personnelles? Non, là-dessus, pas de problème. Sur Wikipédia, cette interdiction découle du principe de neutralité. Mais ce principe est spécifique à Wikipédia et n'est pas applicable aux influenceurs. Par contre, tu dois exiger que l'influenceur soit complètement transparent sur le fait qu'il s'agit là de son opinion personnelle, même s'il la soutient avec conviction. Mais là encore, c'est un boulot énorme de vérification que tu me demandes de faire. Ça n'est pas vraiment réaliste. Si tu t'informes sur des sujets sans enjeux financiers, politiques ou géopolitiques, tu peux baisser ta garde. Mais pour le reste, si tu n'appliques pas ces précautions, il est alors tellement facile de te manipuler. Ne te crois pas insensible à la manipulation. Personne ne l'est, pas même le plus génial des génies. Pour les sujets à fort enjeu, tu ferais mieux de t'informer auprès de la presse indépendante et compétente. Certes, il faut payer un abonnement, mais c'est finalement bien moins de boulot que de s'informer auprès d'un influenceur. Partie 2, chapitre optionnel sur Wikipédia. Fausse source, pourquoi Wikipédia est plus fiable que YouTube? Beaucoup de youtubeurs citent leurs sources, et c'est une excellente chose. Mais s'ils ne dépendent pas d'une institution réputée, tu dois traiter leurs propos avec encore plus de précaution que si tu lisais un article de Wikipédia. Pourquoi? Après tout, dans les deux cas, les sources sont citées. Parce que n'importe qui peut éditer Wikipédia, alors qu'un youtubeur a le monopole de l'édition sur ses vidéos. Il peut alors glisser de fausses citations sans que personne ne puisse les retirer. Imaginons que tu sois payé pour effectuer une campagne de désinformation. Pour faire simple, on va dire que ta campagne se limite à seulement une vidéo sur YouTube et un seul article sur Wikipédia. Dans les deux cas, tu vas y glisser un mensonge. Et pour mieux duper ton audience, tu vas étayer ce mensonge en l'attribuant à une source fiable qui pourtant ne dit absolument pas ça. Imaginons que tu fasses 1 million de vues dans les deux cas et qu'une personne sur 1000 détecte ta supercherie. Sur YouTube, tu vas manipuler 999 000 personnes sur tes 1 million de vues, vu que tu manipules 999 personnes sur 1000. Alors que si tu essayes la même chose sur Wikipédia, la première personne sur 1000 qui détectera ta supercherie va éditer l'article de Wikipédia et tous les lecteurs suivants verront la version corrigée. Donc sur 1 million de vues sur Wikipédia, tu n'en auras manipulé au maximum que 999. Sauf si j'annule à chaque fois les modifications de ceux qui retirent mon mensonge sur Wikipédia. Certes, mais cette guerre d'édition sera vite détectée et l'article verrouillé, sans ton mensonge. Mais en réalité, beaucoup de personnes qui détectent la supercherie ne feront rien, par flemme. Il me paraît plus réaliste de partir de l'hypothèse que seule une personne sur 10 qui détectera la fausse citation fera l'effort de la corriger sur Wikipédia. Ok, donc en intégrant cette nouvelle hypothèse, tu manipuleras sur Wikipédia au maximum 999 fois 10 personnes au lieu de 999. Ça reste nettement moins que les 999 000 personnes que tu manipules grâce à YouTube. Bref, un YouTuber est fondamentalement moins fiable que Wikipédia, car son monopole de l'édition lui donne carte blanche pour raconter n'importe quoi. Partie 2, chapitre optionnel. Pourquoi Wikipédia est le grand égalisateur de puissance de frappe médiatique? Avec de l'argent et de l'influence politique, tu peux acheter une chaîne télé et peser sur son équipe éditoriale pour y faire dire plus ou moins n'importe quoi. Pareil avec les réseaux sociaux et YouTube. En achetant des comptes ayant déjà accumulé des followers ou en payant des influenceurs, eh bien tu peux obtenir une audience tout aussi large qu'avec une chaîne télé. A l'inverse, Wikipédia, c'est le grand égalisateur de puissance de frappe médiatique. Que tu sois riche ou pauvre, faible ou puissant, n'importe qui peut modifier ses articles. Et les règles éditoriales de Wikipédia sont les mêmes pour tous. Principe de neutralité, de vérifiabilité et pas de travaux inédits. Ça ne garantit en rien que la source citée dise des choses vraies. Absolument. Mais cela égalise la puissance de frappe médiatique ou puissance de frappe sur les réseaux sociaux. Dans un article de Wikipédia, tu y trouveras des mensonges et des vérités, tous et toutes sourcés. Et c'est la fiabilité de chaque source qui te permet de distinguer le vrai du faux.
Est-ce que ça veut dire qu'au final, je ferais mieux de lire Wikipédia plutôt que de la presse? Non, au quotidien, c'est la presse indépendante que tu dois lire. Mais Wikipédia doit faire partie de ta boîte à outils pour t'informer sur les sujets à risque. Je recommande de périodiquement soumettre tes informations les plus importantes à l'égalisateur de puissance de frappe médiatique qu'est Wikipédia. Donc oui, de temps en temps, lis l'article de Wikipédia des sujets à forts enjeux. Partie 2, chapitre 4, le problème de la poule et de l'œuf pour devenir une institution. Dans l'épisode précédent, tu as vu pourquoi tu dois rejeter tout travail d'établissement des faits effectué par un influenceur. Dit autrement, un influenceur n'est jamais une source secondaire acceptable. En effet, analyser des sources primaires pour en vérifier l'authenticité et évaluer ce qu'elles révèlent sur les faits, c'est un travail délicat. Seule l'indépendance et la réputation d'une source secondaire permettent d'accréditer un tel travail. Pour cette raison, tu dois exiger que tes sources secondaires soient institutionnelles, vu que seule une institution te permet d'obtenir des informations sur l'information. Je veux dire des informations vérifiables sur l'indépendance et la réputation de l'institution. En ce qui concerne un influenceur, il est impossible d'obtenir de façon certaine de telles informations, et donc, présomption de fausseté, tu dois supposer le pire. Mais est-ce qu'une chaîne YouTube ne peut pas potentiellement devenir un jour une institution, un peu comme un journal, mais sur YouTube? Si, tout à fait. Tout ce qu'il faut pour cela, c'est que cette chaîne YouTube devienne suffisamment grosse et existe depuis suffisamment longtemps pour que des informations vérifiables à son sujet puissent être connues. Je parle là d'informations à propos de ses financements et de sa réputation en termes de compétences. Note cependant que si cette chaîne se rémunère avant tout grâce à la pub, alors elle échouera au second critère d'indépendance financière. Pour rappel, ce second critère exige que l'essentiel des revenus d'une institution soit attiré par sa réputation. Mais si l'institution se rémunère avant tout par la publicité, ça n'est pas sa réputation qui attire ses revenus, c'est la taille de son audience. De plus, échouer au second critère, ça n'est pas juste un mauvais signe pour son indépendance financière, c'est aussi un mauvais signe pour sa compétence. En effet, le second critère permet également d'évaluer les incitations à la compétence. Si l'essentiel des revenus de l'institution est attiré par sa réputation en termes de compétences, alors elle est incitée à la compétence, ou du moins à ce que ses clients ou donateurs estiment être de la compétence. Bref, une institution qui se rémunère principalement grâce à la pub ne pourra jamais être ton premier maillon de la chaîne de délégation. Mais tu pourras utiliser la presse indépendante pour t'informer à propos de l'indépendance et de la compétence de cette chaîne YouTube. Ok. Mais il y a quand même un peu un problème de la poule et de l'œuf. Qui a pondu en premier? Avant qu'une chaîne YouTube devienne suffisamment grosse pour que des informations vérifiables à son sujet soient connues, elle doit bien commencer quelque part. Et du coup, elle commence souvent avec un individu dans sa chambre et l'impossibilité de savoir s'il touche ou non des financements obscurs pour faire une campagne d'influence. Avec ta présomption de fausseté, tu tues dans l'œuf toute possibilité pour un nouveau média de devenir un jour une poule, enfin non, une institution. C'est vrai. Et il est vrai que la crédulité par défaut a permis à certaines chaînes YouTube et autres médias nés en ligne de devenir eux-mêmes des mini-institutions. Mais la crédulité par défaut a surtout permis à un océan de manipulation et mésinformation de se développer. Il faut arrêter avec la crédulité par défaut. La confiance doit être au cœur du modèle économique de toute source d'information pour qu'elle puisse être considérée comme fiable. Avec la crédulité par défaut, la confiance n'a plus de valeur. Les institutions n'ont alors plus de raison d'exister. Il n'en résulte alors plus qu'un champ d'astéroïdes composé de milliers d'influenceurs dont il est impossible de connaître les financements. De plus, si la confiance ne vaut plus rien, ni les médias restants et ni les influenceurs n'ont d'incitation à mériter ta confiance. Ils vont alors plutôt se concentrer sur le besoin d'attirer ton attention. Ils sont donc dans une course pour capter ton attention plutôt qu'une course à la compétence et à l'indépendance. Avant de souscrire à un abonnement pour un journal, tu fais tes petites recherches pour savoir si sa fiabilité en justifie le prix. Mais avant de cliquer sur une vidéo, tu réfléchis bien moins longtemps. Partie 2, chapitre 4. Enfin, des exemples de médias indépendants.
Comme vu précédemment, pour t'assurer de l'indépendance d'une institution privée, tu dois évaluer les 3 critères d'indépendance. Dans l'ordre, absence de conflit d'intérêts à la tête de l'institution. Deuxièmement, l'essentiel des entrées d'argent doit être motivé par la réputation de l'institution. Et troisièmement, l'essentiel des entrées d'argent doit provenir de plein de clients ou donateurs différents, dépensant des sommes à peu près équivalentes. Idéalement, en plus de cela, l'institution doit centrer son image de marque sur sa compétence, et cela depuis des années, voire même des décennies. Tu auras alors de bonnes chances d'être en face d'une institution qui est effectivement compétente. Mais pour t'assurer de sa compétence sur les sujets d'expertise, tu devras comprendre la méthode de vulgarisation qui sera détaillée en partie 3 de ce cours. Bref, les médias qui remplissent tous ces critères pourront alors te servir de premier maillon pour ta chaîne de délégation. Ce que je veux dire par là, c'est que tu pourras te servir d'eux pour t'informer sur l'indépendance et la rigueur d'autres institutions qui ne remplissent pas complètement tous ces critères, ou pour lesquelles tu n'as pas le temps ou les moyens de t'en assurer. Ok, mais même en considérant que les 3 critères d'indépendance, il n'y a pas beaucoup de médias qui les remplissent effectivement. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples? D'accord, mais je ne vais te donner que des pistes pour t'indiquer où chercher. Mais ce sera à toi de vérifier si les médias que je vais énumérer remplissent en effet tous ces critères. Bien sûr, je ne vais pas te donner une liste exhaustive. Bien, c'est entendu. Vas-y. Alors, renseigne-toi sur le New York Times, le Guardian et le Financial Times. Pour répondre à ces questions, commence par t'aider de 2 outils. D'abord Wikipédia, car comme on l'a vu, Wikipédia c'est le grand égalisateur de puissance de frappe médiatique. Tu pourras y trouver des références éclairantes, pas forcément largement diffusées ailleurs. Tu peux aussi te baser sur les données que la loi oblige ces journaux à publier à propos d'eux-mêmes. Ce que je dis là s'applique avant tout au New York Times. En effet, le New York Times est coté en bourse, donc il est obligé par la loi à plus de transparence. Enfin, tu peux consulter les informations que ces journaux publient d'eux-mêmes dans un souci de transparence. Dans ce cas-là, assure-toi tout de même que ces informations puissent être vérifiées par d'autres institutions, car sinon ils pourraient librement raconter n'importe quoi. Oh, yes, marvelous. Non, mais sérieux, moi je parle pas anglais. Tu ne peux pas me donner des exemples de médias francophones? Le truc, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Le journalisme de qualité, ça coûte très cher. Et malheureusement, des gens prêts à payer le prix pour un tel journalisme, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, le marché est plus petit dans la sphère francophone. Il n'y a donc aucun média indépendant francophone dont tu puisses me donner le nom? Je n'ai pas dit ça. En ce qui concerne la France, tu peux par exemple te renseigner sur Mediapart et Le Canard enchaîné. Bon, vu que ces 2 journaux français sont indépendants, puisque tu le dis, pourquoi je devrais me renseigner sur les journaux anglophones que tu as cités avant? D'autant que je ne parle pas bien anglais. Ces 2 journaux français ont beau être indépendants, ils sont incomparables avec les journaux anglophones que je t'ai cités. Ces derniers emploient bien plus de journalistes et sont, de mon point de vue, plus compétents sur les sujets d'expertise. Mediapart et Le Canard enchaîné sont précieux pour la santé de la presse française, et je t'invite à les soutenir. Cependant, ne t'en remets pas aux moins compétents sous prétexte qu'il est francophone. Grâce à Google Traduction, ton anglais de vache espagnole ne sera pas un obstacle. Si tu ne parles pas anglais, je ne te demande pas de lire ces journaux au quotidien. Ce que je te demande, c'est de te servir d'eux pour t'informer sur la réputation d'autres institutions qui ne remplissent pas les 3 critères d'indépendance ou pour lesquelles tu n'as pas le temps ou les moyens de t'en assurer. Le but de ce chapitre, c'est de t'aider à trouver des premiers maillons pour ta chaîne de délégation. Ces journaux anglophones pourront donc te servir de référence de confiance à consulter de temps en temps sur les sujets d'importance. Bon, sinon tu dis que ces journaux anglophones de référence sont plus compétents sur les sujets d'expertise. Mais comment puis-je vérifier cela? C'est ce que tu verras dans la partie 3 de ce cours sur le monde de la recherche. Et là encore, il faudra que tu évalues la compétence de ces journaux par toi-même. Dans la partie 3, je ne ferai que te donner les outils nécessaires. Ok, mais à propos, tous ces journaux-là que tu as cités sont de gauche. Tu vois bien qu'il y a un problème. Alors d'abord, non. En France, le Financial Times serait considéré comme un journal de centre-droit. Mais de toute façon, pour ce qui est des faits, l'idéologie n'est pas un problème. Comme le disait Albert Camus, le goût pour la vérité n'empêche pas de prendre parti. Tu dois exiger que ces journaux soient impartiaux, mais pas qu'ils soient neutres. Dit autrement, tu dois exiger qu'ils fassent une analyse objective des faits,
pas qu'ils s'abstiennent d'argumenter en faveur de ce qu'ils pensent être les meilleurs choix politiques. Leur prise de parti n'est-elle pas un signe qu'ils n'ont pas mené en fait une analyse objective? Pas du tout. Il ne faut pas confondre un parti pris avec une prise de parti. Un parti pris consiste à d'abord prendre position, puis donner un habillage rhétorique pour prétexter ce choix. Alors qu'une prise de parti consiste à d'abord analyser, puis prendre position à la lumière de cette analyse. Bref, peu importe l'idéologie, la religion ou le Pokémon favori. Ce qui compte pour un journal, c'est qu'il soit compétent, rigoureux et indépendant. Bon, continuons avec les objections. Pour en revenir à tes journaux anglophones, ils sont tous américains, non? Non, le Financial Times et le Guardian sont tous deux britanniques. De plus, le Financial Times appartient au Nikkei Inc., qui est un groupe japonais. Dans les trois cas, et tout particulièrement le Financial Times, il s'adresse aux lecteurs exigeants du monde entier qui sont prêts à payer pour du journalisme de qualité. Plus d'un tiers des lecteurs du Financial Times ne sont ni britanniques ni du continent américain. Mais pourquoi jusqu'à présent tu ne parles que de journaux? Moi, j'ai la flemme de lire. Tu ne peux pas me donner des exemples de chaînes de TV regardables? Le problème, c'est qu'à partir du moment où une chaîne télé privée est gratuite, et donc repose entièrement sur la publicité pour ses entrées d'argent, eh bien elle échoue au second critère d'indépendance. Ça n'est pas la réputation de la chaîne télé qui a motivé l'annonceur pour y diffuser la publicité, c'est l'audience. C'est donc ton attention qui est en vente, pas la qualité du journalisme. Si un service privé est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Exactement. Pour assurer l'indépendance et la qualité d'un média, il faut que ce soit les abonnés qui payent, pas les annonceurs publicitaires. Cependant, si vraiment tu insistes pour regarder la télé, sache que la BBC n'est pas loin d'être indépendante. Par contre, de mon point de vue, France Télévisions et Radio France ne le sont pas, et surtout depuis la suppression de la redevance audiovisuelle. Nous n'avons pas encore parlé des institutions publiques, mais je pense que tu as déjà les notions nécessaires pour faire tes propres vérifications. Et le quotidien Le Monde, tu n'en parles pas? Il ne remplit pas les 3 critères d'indépendance? Non, ou du moins que partiellement. Les deuxième et troisième critères me semblent suffisamment bien remplis. Mais le premier est incomplet. Le journal appartient pour un quart à ses journalistes, ce qui est très bien. Mais le reste appartient majoritairement à un fonds de dotation. Ce dernier a été créé pour recevoir les actions des 2 actionnaires majoritaires qui lui ont fait don de toutes leurs actions. Je parle là de Xavier Niel, le fondateur de Free, et Mathieu Pigasse, qui a fait sa fortune essentiellement dans la banque d'affaires. Sur les 7 membres du CA de ce fonds, je veux dire le conseil d'administration, Xavier Niel en a nommé 2, dont l'un étant son propre fils, et l'autre étant Roxane Varza, aussi directrice de la Station F, l'incubateur de startups de Xavier Niel. Mathieu Pigasse, quant à lui, a nommé une membre du CA. Il s'agit de Anne Le Laurier, ancienne sous-gouverneuse de la Banque de France. Enfin, pour ce qui est des 4 membres restants, un représente la rédaction et les lecteurs, et les 3 autres, dont l'un est le président du CA, sont des personnalités venant du journalisme. Oui, il me semble pourtant que, concernant le 3e critère d'indépendance financière, Le Monde, comme d'autres journaux d'information français, est bénéficiaire d'aides d'État directes et indirectes assez considérables. Donc, je ne sais pas vraiment si le 3e critère d'indépendance est vraiment rempli. Tout à fait. Et pour revenir sur la question de la pub, si un journal privé est gratuit, et donc financé par la publicité, il échoue forcément au second critère d'indépendance? Pas forcément, non. Le Guardian, qui a de très grosses réserves financières, fonctionne pour l'instant sur un modèle de donation. D'après mes recherches, la valeur des dons faits au Guardian est à peu près équivalente à celle de ses revenus publicitaires. De plus, les réserves financières du Guardian excèdent 1 milliard de livres sterling. Ces réserves procurent donc un revenu du capital, en plus d'une large marge de manœuvre. Donc d'après moi, le Guardian passe le second critère d'indépendance, malgré une dépendance non négligeable à la publicité. Mais bien sûr, il va falloir que tu vérifies tout ça par toi-même. Bon, j'ai compris. Du coup, il va falloir que je me paye des abonnements à des journaux. Netflix me coûte déjà suffisamment cher. Avec le Guardian, tu n'as pas besoin de t'abonner. Tu es juste invité à faire un don récurrent. Cependant, ne t'y trompe pas. La liberté n'est pas gratuite. Il y a des économies qui reviennent très cher. La presse indépendante joue un rôle essentiel pour la santé de la démocratie. Laisser la presse indépendante couler
pour finalement se faire racheter par des oligarques, c'est une très mauvaise économie. Pour conclure, fais tes recherches sur Mediapart, Le Canard enchaîné, et encore mieux sur Le Guardian, le Financial Times et le New York Times. Et pendant qu'on y est, renseigne-toi aussi sur la BBC. À titre personnel, le Financial Times est mon préféré, car il traite de sujets qui m'intéressent plus. Cependant, c'est aussi de loin le plus cher. Si tu es fauché, tu pourras lire Le Guardian avec l'aide de Google Traduction. Mais soyons clairs, ne pas payer pour le journalisme indépendant, c'est une très mauvaise économie.